Parler du vide au service de la science, et en particulier à l'ESRF, dans le cadre d'un projet qui a démarré pour ce qui est des premières idées et travail de conception en 2014 et qui a été achevé en 2020, c'est-à-dire un nouvel anneau de stockage, un nouvel anneau multisource de rayons X pour la science. Le sujet que j'ai proposé, c'est de vous parler en fait, du rayonnement synchrotron et d'aborder les notions de vide au moment de la conception et de confronter en fait, les résultats qu'on a obtenus avec nos simulations et illustrer en fait, toute la science qu'on peut faire à l'ESRF. Ah, ça marche jamais avec moi. Si j'avais 1 minute pour vous expliquer tout ça, en jouant le jeu des questions-réponses, c'est les questions que mes enfants m'ont posées ou m'ont pas posées, ou j'aurais aimé qu'ils me posent. Le CRF, c'est quoi? Le plus simple, c'est dire que c'est un microscope géant pour explorer l'infiniment petit. Alors l'infiniment petit, c'est l'échelle atomique et moléculaire. Alors pourquoi les rayons X? Justement, c'est pour adapter la taille de la sonde de lumière à ce qu'on veut observer, l'échelle atomique moléculaire. Et pourquoi est-ce aussi grand? C'est que pour ça, pour produire cette lumière, il faut un assemblage complexe d'équipements et il faut maîtriser des énergies assez importantes. Et le vide à l'ESRF, pourquoi? Il faut faire circuler des électrons à la vitesse de la lumière, ou très très proche de la vitesse de la lumière, pour produire des rayons X. Le vide, il est là pour empêcher les collisions entre les électrons et les molécules de gaz, ce qui nous empêcherait qui empêcherait le courant d'électrons et donc la production du rayonnement X, qui est la mission de l'ESRF, et en tout cas de la partie accélérateur. Bon, maintenant j'ai 35 minutes, donc on va voir à peu près les mêmes choses, mais en allant un peu plus loin. Donc je vais introduire le rayonnement synchrotron, qui n'est pas spécifique à l'ESRF, mais je vous donnerai simplement la justification de ce projet ou la raison d'être de ce projet de nouvel anneau de stockage. Donc la taille de la sonde, en fait, c'est quel choix de lumière pour observer quoi? La lumière se caractérise par une énergie, ou ce qui parle assez bien, c'est une longueur d'onde. Et quand on parle de taille de sonde, en fait, il faut penser à résolution. Quelle résolution on a besoin? De quelle longueur d'onde de lumière on a besoin en fonction de la taille de l'objet qu'on veut observer. Dans le domaine du visible, la résolution spatiale est limitée à 0,2 microns, en théorie. Donc on peut observer des choses de type mitochondrie, c'est-à-dire des objets de l'ordre de quelques microns. Bon, si on change la lumière, on passe dans les rayons X, et qui plus est les rayons X durs, on diminue cette longueur d'onde jusqu'à l'échelle atomique. On adapte la taille de notre sonde aux objets qu'on veut observer. Donc maintenant, la théorie précède l'observation, a précédé l'observation du rayonnement synchrotron, mais en 1947, le premier rayonnement synchrotron a été observé en appliquant cette idée que si on prenait une particule chargée et à haute énergie, c'est-à-dire avec une vitesse de l'ordre de la vitesse de la lumière, on pouvait, excusez-moi, sous l'action d'un champ magnétique, elle allait subir une force perpendiculaire, une accélération radiale, et qui courberait la courbe et qui aurait, sous l'effet d'une perte d'énergie, cette perte d'énergie se faisant sous forme de rayonnement synchrotron, intense et avec un angle d'ouverture très très faible. Donc, ce qui est intéressant, parce que quand on veut observer au microscope, la taille de la sonde, c'est aussi la résolution spatiale, comme je l'ai dit tout à l'heure, qu'on peut avoir. Donc plus le faisceau est intense, plus il y a de photons dedans, et plus la taille est petite, plus on a de résolution aussi spatiale. Maintenant, dans l'idée, pourquoi se contenter d'un électron? On va utiliser des paquets d'électrons. Donc on va structurer dans l'anneau de stockage un courant d'électrons sous forme de petits paquets. Si on a un électron, on a une quantité de lumière. Si on en a n, on multiplie a priori cette quantité de lumière par n. Maintenant, on peut jouer sur la taille des paquets. Plus ils sont plus petits, plus la source sera petite. Donc on gagne également en résolution. Et deuxième chose, si on applique un champ magnétique, on a une ondulation ou une courbure, pourquoi pas faire plusieurs courbures? Et là, on introduit la notion d'ondulateur magnétique. Tout ça, ça nous donne la brillance qui sera
une brillance, qui sera un nombre de photons créés par seconde sur la surface de la source et l'angle d'ouverture. L'angle d'ouverture étant dépendante de l'énergie et excusez-moi, la taille de la source étant dépendante de la taille caractéristique des paquets d'électrons à l'origine du rayonnement synchrotron. Bon, bah, le SRF IBS, le projet de rénovation ou d'upgrade de l'ancien anneau de stockage, avait pour but en fait de réduire cette taille de faisceau d'électrons pour augmenter la brillance du rayonnement synchrotron créé. Et à titre de comparaison, si en avant 1947, on avait découvert les tubes à rayon X, on voit que la brillance, indiquée ici, de l'ordre de 10 puissance 9, elle monte aujourd'hui à des ordres de grandeur de 10 puissance 22, 23. C'est le cas pour ESRF IBS. Donc on a des ratios énormes. On est à 100 milliards fois plus de brillance, de lumière, aujourd'hui avec des rayonnements synchrotron qu'avec les premiers tubes à rayon X. Typiquement, la taille d'un faisceau d'électrons à l'ESRF, c'est 30 microns en horizontal et 4 microns en vertical. Donc un synchrotron, c'est quoi? C'est avant tout un accélérateur d'électrons, puisque je dois atteindre des vitesses de l'ordre de la vitesse de la lumière. Donc ici, vous avez une illustration des principales composantes des synchrotrons, pas seulement à l'IBS. Hein. On a un accélérateur linéaire, enfin on a d'abord une source d'électrons, qui est un canon d'électrons, c'est juste un filament ou une cathode un peu particulière, dont on extrait des électrons avec des champs électriques. Ensuite, on a un LINAC qui est en fait un accélérateur linéaire. On n'utilise plus d'électrostatique, de champs électrostatiques, mais des champs électriques RF pour pouvoir accélérer aux énergies souhaitées. Déjà, dans le LINAC, on met en forme l'électron sous forme de paquet. Ensuite, ça rentre dans le booster, qui lui a un accélérateur qui permet de faire passer l'énergie des électrons de 200 mégaélectronvolts aux 6 gigaélectronvolts, qui sont l'énergie spécifiée pour ESRF IBS. Dans le booster, on a à peu près 10 milliampères. Quand tous ces électrons sont à bonne énergie, on ouvre les portes vers l'anneau de stockage et on remplit jusqu'à un courant nominal, le standard étant de 200 milliampères. Et c'est dans l'anneau de stockage, une fois qu'on a stabilisé le courant, qu'on va produire le rayonnement synchrotron. Si le courant est stabilisé, le nombre d'électrons est stabilisé, donc la lumière, elle sera constante. Donc l'anneau de stockage, c'est 840 mètres, 844 mètres. On a dû enlever tout l'anneau, tout l'équipement qui était présent dans le tunnel de 850 mètres et redéfinir un nouveau layout et l'installer dans le même tunnel. Donc ce layout, c'est 32 cellules, quasiment toutes standards, à quelques exceptions près pour l'injection, pour redonner l'énergie perdue par les électrons au cours du rayonnement synchrotron à chaque tour. Mais en résumé, on a une section dite droite, c'est là qu'on va produire le rayonnement synchrotron. Et on a la section dite arc, c'est là où on a les dipôles qui permettent d'assurer la courbure et au final l'orbite des électrons. Et bien plus de choses, il y a toute une série d'aimants qui sont de couleurs différentes, les dipôles étant les bleus et les violets étant mixtes, mais après on a des sextupoles, des quadrupôles qui sont là pour focaliser ou défocaliser, corriger les orbites des électrons, mettre en forme l'électron pour qu'il soit le plus parfait au niveau de là où on a les ondulateurs, c'est-à-dire au niveau des sections droites, c'est-à-dire où on crée les points sources de rayonnement synchrotron. Maintenant, parlons un peu du vide. Alors pourquoi le vide? Je l'ai dit tout à l'heure, c'est que quand on considère les ordres de grandeur en fait, qui caractérisent les électrons, le gaz à la pression atmosphérique par exemple, on se rend compte que là il y a conflit. Faire passer un électron à la vitesse de la lumière à travers un gaz à la pression atmosphérique, ça ne passe pas. Et qui plus est, il faut vraiment optimiser cette quantité de gaz pour éviter toute interaction qu'on appelle en fait le rayonnement Bremsstrahlung, c'est-à-dire un rayonnement de freinage, mais qui n'est pas la même chose que le rayonnement synchrotron. Le rayonnement synchrotron est lié à l'accélération perpendiculaire radiale induite par un champ magnétique. Ici, c'est du rayonnement X aussi,
mais diffus, qui est à spectre très large, et qui est lié à l'interaction avec des électrons à l'approche des atomes, et pas au champ magnétique. Donc, du vide va dépendre de ce qu'on appelle la durée de vie des électrons, c'est-à-dire le courant souhaité à 200 mA. S'il y a des interactions avec les molécules de gaz, on perd des électrons, donc le courant est amené à diminuer. Donc la qualité du vide de la qualité du vide va dépendre la stabilité en courant, donc la stabilité du faisceau utilisé pour les expériences. Pour faire simple, parce qu'il y a beaucoup de phénomènes derrière la définition de la durée de vie, il y en a principalement deux qui ressortent. Il y en a une qui est associée aux interactions dont je viens de parler, c'est-à-dire aux gaz résiduels au sein de l'anneau. Et la deuxième interaction, en fait, c'est les interactions intrapaquets, c'est-à-dire électron-électron. Celle-là, on sait par les calculs pour les théoriciens à l'ESRF, qu'elle est attendue autour de 20 heures. Donc le but pour nous, c'est de minimiser au moment de la conception l'impact de la durée du vide sur la durée de vie. C'est-à-dire qu'au contraire, il nous faut une durée de vie beaucoup plus grande pour le vide. Si on fait des calculs approximatifs, un peu compliqués, pour moi en tout cas, ça m'a pris 3 heures honnêtement pour reprendre tout ça, parce qu'en général dans le vide, quand on demande à quelqu'un quel vide tu veux, ils disent le plus bas possible. Voilà. Et le retour d'expérience fait qu'on savait à peu près qu'on avait 10-9 millibars à aller chercher, et effectivement les calculs le montrent également. Juste une remarque, on comprend bien que les collisions, ou la probabilité de collision, dépend de la taille des molécules, donc de la nature des gaz résiduels au sein de l'anneau. C'est pour ça que pour l'hydrogène, on a des valeurs plus grandes sur la première ligne que le xénon, par exemple, qui a des valeurs beaucoup plus courtes de durée de vie, enfin, auxquelles on associerait des valeurs de durée de vie beaucoup plus courtes. Alors le vide, ce n'est pas seulement des pompes, des vannes, c'est déjà un système. Et le système, pour le CRF, au moment de la conception, c'était compliqué, parce qu'on avait beaucoup plus d'éléments d'optique électrons, c'est-à-dire des aimants dipôles, des quadrupôles, des sextupôles, des octupôles. Et on a d'autres éléments qui sont là pour assurer le maintien de l'énergie des électrons, qu'on appelle les cavités RF. Et on a tous les outils de diagnostic, mais on a aussi des éléments comme les absorbeurs. Les absorbeurs, ils sont là essentiellement pour récupérer l'énergie du rayonnement synchrotron associé au dipôle, parce qu'on n'utilise plus le rayonnement synchrotron associé au dipôle, parce qu'on a des ondulateurs qui, eux, génèrent une lumière d'une qualité telle que finalement, on ne les utilise plus. Ce qui n'était pas le cas sur l'ancien anneau. On avait 2 dipôles et on avait une ligne de lumière qui pouvait prendre le rayonnement synchrotron d'un de ces dipôles. Donc on a évidemment des pompes, des jauges, des vannes, d'isolement, on a des éléments d'étuvage. Et puis il y a des problématiques aussi de montage, démontage, parce que l'espace était très restreint. Et après, on met ce qu'on peut, où on peut, et en optimisant au mieux. Alors pour optimiser, il faut introduire des notions de vide, des calculs de base approximatifs, et puis après, je vous montrerai, on pousse un peu plus loin en faisant de la simulation. Je vous montrerai que les résultats de la simulation, je ne vais pas vous expliquer la simulation dans le détail. Donc le principe de base d'un système sous vide, c'est que si vous connaissez le flux de gaz entrant dans le volume, vous souhaitez une pression, vous avez les éléments pour définir la vitesse de pompage nécessaire. L'anneau, c'est beaucoup plus complexe, mais aujourd'hui, avec le dessin 3D, on peut connaître les surfaces, on peut connaître les volumes. Et les puissances de calcul font que ça peut s'adapter. Une chose qui m'a mis un peu de temps, moi, à intégrer, c'est que millibar litre, c'est une quantité de molécules. Donc c'est quelque chose une unité millibar litre par seconde, millibar litre, ce sont des flux, en fait. Maintenant, définition du flux de gaz. Il est essentiellement lié à la surface. Si on néglige les fuites et la perméabilité naturelle des métaux en général, des aciers qu'on utilise. Et nous, on n'a pas de gaz de process comme on pourrait avoir quand on fait du sputtering. Voilà, on n'a pas de gaz d'opération, de process.
Donc la contribution des surfaces se limite à une contribution thermique. Donc c'est juste lié à l'agitation, la mobilité thermique induite par la température au niveau des surfaces. Plus c'est chaud, plus ça va désorber, ou moins le temps de séjour, plus le temps de séjour en surface des molécules sera court. Et on a un autre phénomène qui est propre là au rayonnement synchrotron et qu'il va falloir quantifier, c'est la photodésorption. C'est-à-dire que le rayonnement synchrotron créé, et notamment au niveau des absorbeurs, puisqu'on va les stopper, les rayonnements des dipôles au niveau des absorbeurs, vont générer de la photodésorption. C'est-à-dire que c'est du rayonnement secondaire. Le photon va exciter en profondeur un électron qui va migrer, qui va exciter une désorption d'une molécule en surface. Donc ça, il faut pouvoir le quantifier et l'optimiser. Ah oui, et juste une remarque, ça je crois que je l'ai mis hier dans ma présentation. Je fais, mais il y a un moyen tout bête de faire le vide. Vous annulez la température. Si vous prenez la loi des gaz parfaits, mettez T égale 0 d'un côté, de l'autre côté, vous avez P égale 0. Donc ça, c'est une question que m'avait posé le nouveau directeur de la partie accélérateur de l'ESRF à l'issue d'une présentation. Mais pourquoi on ne refroidit pas alors? Ce n'est pas nécessaire. 10-9 millibars, on est confiant, on sait faire. Ça coûte très cher, les installations sont lourdes. Et puis le CERN a besoin d'hélium, donc on ne va pas leur piquer. On a choisi de rester sur des choses plus conventionnelles, qui ont fait leurs preuves sur l'ancienne machine. Revenons maintenant au flux. Comment limiter le flux? Le flux thermique, en fait, l'idée, c'est de chauffer au maximum pour décoller ou désorber toutes les molécules qui pourraient être figées en surface. Et on sait qu'en pompant, on pompe le volume, on ne vient pas gratter les surfaces. On évacue ce qui est mobile, ce qui est dans le volume. Donc, d'où la notion d'étuvage. Ne faites pas d'ultra-vide. Si vous cherchez à avoir 10 puissance moins 9 millibars, il vous faut étuver. Pourquoi? Parce qu'il faut éliminer l'eau, principalement, qui naturellement s'absorbe sur les surfaces. Ici, vous avez des valeurs de flux rapportées à des surfaces pour un système non étuvé, étuvé et optimal. Vous voyez qu'on gagne à peu près une décade. Voilà. Donc, étuvé, si vous faites un étuvage à 100 degrés pendant 24 heures, optimal, ça va peut-être être 150 degrés pendant 48 heures. Bon, évidemment, ça dépend de la nature du matériau que vous utilisez. Le deuxième point, c'est la désorption induite par les photons X. Là, c'est pareil, il faut optimiser le matériau. Ça a été le cas notamment pour le matériau des absorbeurs, qui sont un alliage de cuivre, chrome, zirconium. Et ce n'est pas innocent parce que on a aussi un procédé de dépôt à l'ESRF qui nous permet de déposer sur toutes les sections droites. C'est-à-dire les sections droites, vous vous rappelez, c'est là où on a tous les ondulateurs. C'est là où on génère la source de rayonnement pour les lignes de lumière. Et cette partie-là, elle est exposée au rayonnement X en partie. Et il est composé, ce dépôt neg, de titanium, zirconium, vanadium. On n'est pas très loin de cuivre, chrome, zirconium. Il y a du zirconium en commun. Donc ce dépôt neg, en fait, il a la particularité de pomper, mais surtout d'avoir un coefficient ou un rendement de photodésorption plus faible. Optimisé, on va dire. Donc il a un effet de pompage et un faible rendement de photodésorption. Donc maintenant, ces rendements de photodésorption, on peut les mesurer, mais avec du rayon X. On avait de la chance, on avait une ancienne machine. Donc on avait une ligne dédiée où on pouvait faire des mesures et valider des valeurs. Donc on a des valeurs de flux thermique, parce que si vous connaissez vos surfaces, vous connaissez les matériaux, vous pouvez connaître le flux thermique associé. Vous connaissez le rendement de photodésorption, vous connaissez l'air concerné, le nombre de photons qui arrivent dessus, et vous avez la quantité ou le flux lié à la photodésorption. Maintenant, quand vous comparez les deux valeurs, vous voyez qu'il y a un rapport, un ordre de grandeur de 1000 entre les deux, et que si vous avez bien travaillé, bien préparé votre installation, avant de l'isoler, c'est-à-dire tout le moment du pré-pompage et de l'étuvage, la contribution thermique, elle est négligeable par rapport à la photodésorption. Maintenant, vous voulez 10-9 millibars, donc on reprend notre formule de départ, c'est-à-dire le flux est égal au pompage fois la pression.
Donc si on cherche le pompage S, ben, on prend le flux, on le divise par la pression. Donc 10-3 divisé par 10-9, ça fait 10 puissance 6 litres par seconde. Ça fait un paquet de pompes. Mais 10-9 millibars, c'est un vide optimum. Au moment du redémarrage, on ne va pas mettre 200 milliampères. Donc on n'aura pas tout le rayonnement synchrotron dès le départ. On monte progressivement et vous imaginez qu'il y a tout un temps de réglage de la machine qui fait qu'on est optimiste. Et en plus, d'un point de vue radiation au rayonnement secondaire ou du rayonnement non désiré, en accord avec la safety, la radioprotection, l'équipe radioprotection de l'ESRF, on s'est accordé pour dire qu'on tolérait une pression maximale de 10,6 millibars au démarrage. Et de toute façon, le vide s'améliore. Plus vous dégazez dans le volume, plus vous désorbez les molécules dans le volume, et plus le pompage devient efficace. Donc c'est bien un maximum au démarrage. Et en montant progressivement le courant, on a estimé que finalement, 10,6 millibars, si on applique ça, ça nous donne 1000 litres par seconde. Donc on a une idée du nombre de pompes qu'on doit avoir, c'est-à-dire 10 pompes, en gros, de 100 litres par seconde. Et le budget n'est pas le même. Donc maintenant, un petit bilan. Voilà, on a besoin, les ordres de grandeur, en fait, au moment de la conception, si on a besoin de 1000 litres par seconde, là où le dégazage est le plus fort, c'est-à-dire au plus près des absorbeurs, pour compenser la photodésorption. Je rappelle que les absorbeurs sont là pour stopper les photons X du rayonnement synchrotron qui viennent des dipôles, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas utilisés par une ligne de lumière. Et évidemment, les absorbeurs sont refroidis par un circuit d'eau pour dissiper cette énergie qui n'est pas négligeable. Si vous comparez les énergies produites sur l'ensemble des onduleurs à l'ESRF et sur l'ensemble des absorbeurs, on a 300 kW d'énergie produite pour les expériences et on en a 500 kW perdus à absorber. Maintenant, une grosse étape, ça a été de concevoir la machine, de la pré-assembler avant, en même temps que de continuer l'opération de l'ancienne machine, puisque le tunnel était occupé. Donc le jour, pour minimiser le temps d'impact sur l'utilisation de l'équipement, on a pré-assemblé tout un nombre de girders, je ne sais plus si c'est 128, 32 x 4, ça ne doit pas être loin. C'est des assemblages complexes, avec des chambres à géométrie complexe. Et là, il a fallu pousser les calculs un peu plus loin. Et pour ça, on utilise la simulation. Parce que l'approche analytique est fastidieuse, longue. Et on a des outils aujourd'hui, des puissances de calcul qui nous permettent de simuler ce qu'on appelle les conductances, c'est-à-dire que les sections réduites sont des obstacles à la circulation des molécules de gaz, donc au pompage. Donc il nous faut connaître la conductance des chambres, c'est-à-dire la capacité de transfert de molécules d'un point à l'autre de la chambre. Et on utilise des modèles par analogie électrique où la pression serait l'équivalent d'une tension, le volume l'équivalent d'une capacité, la conductance, la conductivité, conductance inverse de la résistance. Le flux de gaz serait associé à des courants entrants et la vitesse de pompage à des conductivités. La conductance étant en litres par seconde, la vitesse de pompage a la même unité aussi en litres par seconde. Donc, à partir de tout ça, on peut simuler l'évolution des profils de pression en fonction du temps, c'est-à-dire en fonction de la dose cumulée de courant. On est toujours dans la simulation, on se projette dans, tiens, qu'est-ce qui va se passer le jour où je vais tourner le bouton, puis je vais commencer progressivement à monter le courant. Donc pour ça, il faut prendre en compte le pompage ionique. On les a positionnés là où on avait de la place, avec quelques ajustements et accords avec les designers, sachant que les aimants, la structure d'aimant, de toute façon, c'est le point de départ du projet, ça ne peut pas bouger. C'est ce qui conditionne la forme et la qualité du faisceau d'électrons. On ajoute ensuite des pompes neg, en fait, qui sont là pour pomper des gaz actifs. Donc et elles sont à différencier de ce qu'on appelle le pompage neg des dépôts neg, qui sont, eux, des couches neg déposées à l'ESRF à l'intérieur des chambres. Dépôts à l'intérieur de chambres à géométrie simple, des profils constants et simples. Parce que des fois, on a des demandes, parce qu'on fait aussi de la prestation de service sur des dépôts neg pour d'autres instituts. On
on a des demandes sur des designs compliqués. Et voilà. L'intérêt du NEG, c'est des designs profils simples de chambre. Bon, on a tout ça, on rentre dans le simulateur et on obtient des profils de pression. Donc là, celui-là, c'est avant étuvage, juste, donc c'est le pré-pompage avec pompage primaire et pompe turbo combinée. On simule qu'après 24 heures, par exemple, on est à 5,10-7 millibars en moyenne. On simule également le profil de pression toujours pendant la phase de pré-pompage, c'est-à-dire le pré-pompage, c'est qu'on évacue vers l'extérieur les molécules de gaz, avec l'effet d'étuvage, et on voit qu'on gagne une décade, on est à 10-8 millibars. Si maintenant on active, parce que ces dépôts NEG sont comme des éponges, comme des pièges à humidité, on va dire, sauf que là, ce n'est pas l'eau, c'est d'autres espèces que ça pompe. Il y a un moment, ça sature. Donc, dès que vous les exposez à l'air, l'éponge, elle est pleine, il faut les sécher pour qu'elles aient de nouveau leur pouvoir de piège-guetteur. Donc, pour les pompes NEG, on les chauffe à 450 degrés pendant la phase de pré-pompage, toujours pendant l'étuvage. Et les dépôts NEG, on les chauffe à 180 degrés. Une fois que tout est bien dégazé, on commence à refroidir et on clôt le système. Et une fois clos, c'est les autres pompes permanentes qui prennent le relais, c'est-à-dire les pompes ioniques, les pompes ioniques et les pompes NEG ou le dépôt NEG. Et là, on voit qu'on descend à 10,9 millibars. Alors, ce n'est pas dans ce sens-là que ça s'est fait. On a ajusté pour arriver à 10,9 millibars, parce que l'objectif, c'est 10,9 millibars. Donc, ce n'est pas le fruit du hasard, c'est le fruit d'une longue réflexion et de 2 ans de redéfinition de l'EIA, d'adaptation en fonction de contraintes multiples. Et pour aller plus loin, on simule le démarrage. On commence à injecter. Donc, c'est la courbe orange et rouge. Et on fait des steps. Et en fait, on a simulé à quelle vitesse le nombre de steps qu'on allait devoir faire pour respecter la limitation de la pression à 10-6 millibars. Donc en jaune, là, vous avez une représentation de la pression maximale sur le profil type d'une cellule. Et on a essayé de le limiter au maximum à 10-6 millibars. Là, dans les simulations, il était à 3-10-6 millibars maximum. Et on voit qu'on arrive au courant nominal de 200 milliampères à peu près, j'ai pas vu. 30 jours. Il y avait trop de courbes. Donc on prévoit, alors là c'est sans tuning, hein, sans aucun réglage, tout le reste va bien, hein, mais que d'un point de vue vide, on aurait besoin de 30 jours pour monter progressivement jusqu'à 200 milliampères. Ceci afin de respecter la règle qu'on s'était fixée, de limiter la pression à 10-6 millibars. Bon, maintenant, avec le temps et le courant, qu'est-ce qui se passe? Voici là l'évolution du profil en fonction de la dose cumulée. Donc 1 ampère, c'est que vous mettez 200 milliampères pendant 5 heures. Bon, autant dire qu'on n'a pas démarré dans ces conditions-là. On a mis 0, 0, 0, 1, 0, 1. Il y a tout un tas de réglages à faire. Ensuite, là, vous avez un point, la courbe orange à 10 ampères heure, à 50 ampères heure, 100 ampères heure. Et ce qu'on voit, c'est que, comme attendu, le vide doit s'améliorer avec le temps et avec l'accumulation du faisceau. Et on atteint à peu près 10-9 millibars à 1000 ampères heure, d'après ces prévisions. Maintenant, la réalité comparée avec la simulation. Donc en bleu, vous avez les profils simulés. Alors, c'est peut-être pas exactement les mêmes, parce que là, j'ai pris à 250 ampères heure et un à 3000 ampères heure sur une cellule type. Et les points rouges, verts, les rouges, c'est pour les pennings, les verts, c'est pour les pompes ioniques. Donc, on a à peu près 7 pennings par cellule et 14 pompes ioniques. Les pompes ioniques pompent, mais en plus, elles nous donnent la pression. Et qu'est-ce qu'on voit? Que finalement, à 250 ampères, on n'est pas loin, on est très très proche des prévisions, et pareil, à 3000 ampères. Donc là, c'est un résultat plus global, c'est-à-dire que vous avez à gauche la représentation de la pression, si on rapporte tout à 200 milliampères, parce que vous comprenez bien que la pression dans l'anneau, elle est directement proportionnelle au courant. Plus vous avez d'électrons, plus vous avez de rayonnement, plus vous allez exciter les molécules en surface, plus vous allez désorber, plus la pression va augmenter. C'est linéaire.
Donc là, on a rapporté toutes les valeurs de pression. Je l'ai divisé par le courant à l'instant T, et j'ai tout multiplié par 200 mA pour normaliser à 200 mA. Bon, ce qu'on voit, c'est qu'en échelle log-log, en fonction de la dose, cette pression recalculée, eh ben, elle suit une tendance linéaire. Et vous voyez qu'au démarrage, c'est-à-dire fin 2029, on était à 3, 4, 10-7 millibars au tout début, que les 200 mA ont été atteints le 28 février 2020, 3 mois après. Donc 3 mois, on avait prévu un mois, mais juste pour des considérations vides. Là, 3 mois avec tous les réglages qu'il y a, optimisation d'orbite, et encore, enfin, suffisante pour pouvoir faire du conditionnement efficace. Et aujourd'hui, on est à 3500 ampères. C'est l'échelle log, hein, donc ça serait très, il y a énormément de points derrière à la fin de la courbe. Hein. Mais ce qu'on voit, c'est que ça conditionne toujours. Il y a un petit ralentissement, je pourrais commenter à la fin, mais... Et le vide, aujourd'hui, il est de l'ordre de 8 × 10 puissance moins 10 millibars. Ce n'est pas ce qu'on mesure ou ce que nous donnent les contrôleurs ou les jauges, parce que les jauges sont calibrées pour l'azote. Mais nous, si on regarde la composition de notre gaz, on est dominé largement par l'hydrogène. Et ceci depuis le départ, finalement. Mais cette proportion d'hydrogène, après avoir diminué dans un premier temps, c'est toute la phase où on est monté en courant, où là on a provoqué beaucoup de dégazage, c'est remise à monter. Et là on est aujourd'hui à des teneurs en hydrogène de l'ordre de 94%. Voilà. Les autres gaz, ce sont les gaz classiques en ultravide, c'est-à-dire CO, CO2, il y a très peu d'eau, l'étuvage a été efficace, et du méthane. Mais tout ça, c'est de l'ordre de 10 ou moins de 10%. Le petit fléchissement, il est lié à plein de choses, et notamment lié à des interactions d'électrons secondaires au niveau des jauges. Et elles perturbent l'ionisation, ou elles perturbent la mesure, parce que la jauge mesure un courant d'électrons via un process de décharge électrique, d'ionisation du gaz. Mais si vous avez un électron qui arrive sur l'électrode de mesure, en fait, elle s'additionne au courant. Et du coup, on a un courant de mesure qui est artificiellement augmenté. Il y a ça, plus d'autres choses. On arrive aussi à des limites de mesure, pour les pompes ioniques, par exemple. Si dans cette courbe, vous intégrez les pompes ioniques, voilà, on peut avoir des limitations à 10-10 millibars. Ça commence à... Bilan du projet, on voulait 55 heures on voulait une durée de vie d'à peu près 20 heures, c'est-à-dire celle définie par l'interaction électron-électron. Et on a aujourd'hui, on a des oscillations, mais entre 20 et 25 heures de durée de vie. La contribution du vide, durée de vie vide associée au vide est d'environ 100 heures, plus grande que 100 heures. On voulait plus de 55 heures. La vitesse de pompage, première estimation, c'était 1000 litres par seconde. On a pu mettre 2600 litres par seconde, ce qui aide. Hein, c'est quasiment 3 fois la vitesse de pompage prévue au départ. Donc c'est une pression 3 fois moindre, équivalente. La pression maximale au démarrage, on prévoyait en dessous de 10-6 millibars. On a eu 6, 10-7 millibars. Le courant, 200 mA à 30 ampères heure, c'est-à-dire à peu près après un mois. On l'a obtenu après 3 mois. Ce qui est assez remarquable. Je me rappelle, un mois, c'était que pour des considérations vides. Donc en 3 mois, ça ne fait pas beaucoup. Et puis la pression optimale, 10-9 millibars, on est passé dessous il y a déjà quelques temps. Maintenant, le plus important, parce que dans mon titre, c'est le vide au service de la science. Donc je vais juste illustrer... Je ne suis pas expert là-dessus, même si j'ai eu la chance d'être utilisateur du rayonnement synchrotron pendant ma thèse, il y a déjà quelques temps. Donc les ondulateurs, rappelez-vous, hein, c'est des structures multi-aimants qui permettent d'effectuer des ondulations multiples d'électrons, donc d'avoir des points, des mini-sources de rayonnement synchrotron très très proches. Donc, ils font que la lumière
Elle est beaucoup plus intense, brillante, puisqu'on a multiplié les sources. Et en plus, elle est cohérente. C'est-à-dire que le spectre de rayonnement, eh ben, il est beaucoup plus piqué. C'est-à-dire avec des pics bien définis, bien intenses, à des longueurs d'onde définies. Et ça, c'est intéressant pour les lignes de lumière. Et en plus, c'est ajustable, pas ajustable à la demande en tournant un bouton, hein, mais vous pouvez enlever, changer de place un ondulateur, en créer d'autres sans modifier l'anneau ou avec des interventions mineures. Et juste pour remarque, la base de tout ce rayonnement synchrotron provenant d'un ondulateur, c'est-à-dire de couleur bleue, là, ce que j'ai représenté en pointillé, ça serait l'équivalent du Bremsstrahlung, c'est-à-dire le rayonnement par diffusion, par interaction avec les molécules de gaz, qui ne nous intéresse pas, qui lui est un spectre continu. Petite parenthèse, mais qui peut avoir son importance, en fait, la particularité des synchrotrons, en particulier pour le SRF, c'est qu'on couvre une large gamme de lumière, c'est-à-dire qu'on va des rayons X durs jusqu'au proche infrarouge. Alors, ça sert à quoi et quel type d'expérience on fait avec le rayonnement synchrotron? Eh ben, il y a 5 champs qui ont été définis, c'est ces 5 branches. La cristallographie macromoléculaire, l'imagerie microscopie à rayon X, les faisceaux nanométriques, les expériences in situ avec des résolutions temporelles. Bah oui, parce qu'on a des paquets d'ondes. Donc, et un paquet, il voyage à 300 000 km/s. Donc, il fait quasiment 300, enfin, il a une fréquence de rotation de 350 Hz, je ne sais plus. En gros, 300 000 tours par seconde. Et comme ils sont par paquet, et comme on peut structurer le faisceau un peu comme on veut, on peut adapter la signature temporelle aux besoins des expériences. Tout comme on peut ajuster le courant, c'est-à-dire l'intensité, la brillance du faisceau. Et on a des expériences, des lignes de lumière qui sont dédiées à des expériences aux conditions extrêmes, c'est-à-dire forte pression et température. Ici, alors ça va être très visuel parce que rentrer dans le détail, ça devient très compliqué. Il y a beaucoup de publications tirées de Nature qui viennent de travaux faits à l'ESRF. Donc là, ici, vous avez typiquement une représentation où, en fait, d'une molécule. L'objet, c'était d'étudier les mécanismes d'inhibition ou sur des bactéries qui s'appellent Wolbachia, que j'ai découvert, moi, à la lecture. Hein. Et l'étude était sur les phénomènes de blocage, en fait, pour des problèmes, pour lutter contre des pathologies liées à cette bactérie. Là, c'est une expérience aux conditions extrêmes où, en fait, on a permis de synthétiser des nouveaux composés à base de carbone et d'azote qu'on ne trouve pas naturellement. Et plus on comprime, plus on va changer la densité, plus on est susceptible de modifier la structure d'équilibre d'un matériau. De même pour la température. Là, c'est une expérience qui a fait pareil, l'objet récemment, je crois que c'est 2025 aussi, d'une publication dans Nature. C'est la mise en évidence en fait, de déformations de surface par des excitations électriques, des pulsations électriques qu'on a calées sur la fréquence du rayonnement synchrotron. Vous vous rappelez les paquets qui circulent et qui donnent une signature temporelle. Et en fait, ils ont pu identifier ce phénomène de vibration acoustique et quantifier leur amplitude. Là, c'est sur les faisceaux nanométriques et la thématique était plus associée aux problématiques de batterie lithium et de piégeage d'oxygène O2 dedans. Donc ils ont mis en évidence en fait des mécanismes de piégeage de ces oxygènes. Et sans doute le plus impressionnant et qu'on trouve assez largement dans la presse, c'est la résolution pour tout ce qui est imagerie médicale, en particulier la tomographie X, qui est sans précédent pour ce qui est des résolutions atteintes. Là, il y a plein de vidéos, il y a plein d'accès libres. Je vous invite à aller regarder le site de l'ESRF, notamment.
Vous avez, pour la première fois, on a pu faire une imagerie 3D à une résolution de 0,2 microns, 2 microns, pardon, et en 3D. C'est l'intérêt du rayonnement synchrotron, c'est qu'il est brillant, il est beaucoup d'énergie, donc il rentre dans le cœur et on peut voir beaucoup de choses. Conclusion, l'ultravide, c'est nécessaire pour une qualité de faisceau d'électrons stable et pouvant garantir un rayonnement extrêmement brillant et stable aussi, et le bon fonctionnement d'un instrument multifonction ultra performant. Et juste une petite parenthèse, parce que j'ai parlé que de l'anneau, mais le SRF, c'est à peu près 4 km d'installation sous vide, si on compte toute la partie accélérateur qui précède l'anneau de stockage, et aussi les 40 lignes de lumière, certaines pouvant atteindre 120, 130, 140, je ne sais plus quelles sont les dernières en projet, mais elles sont longues. Voilà, dernier mot, je voudrais remercier mon collègue Hugo Petrodo Marques, qui travaille avec moi, et qui, lui, m'a fourni toutes les données sur la simulation. Et puis, je voudrais remercier tous mes collaborateurs depuis mon arrivée à l'ESRF, en particulier avec qui je passais beaucoup de temps au moment du projet IBS, mon chef Christian Macaron, et puis toute mon équipe. Et puis le fondateur ou chef d'orchestre de ce projet, Raymond Di, et beaucoup d'autres. Et Anya qui m'a fourni quelques images pour m'aider à illustrer les expériences. Voilà, ça je vous laisse lire, mais c'est assez représentatif de ce qu'est le SRF aussi en termes de renommée, d'impact, de visibilité, pas seulement en France, pas seulement en Europe, mais dans le monde. Merci.